Un jeune milliardaire se rend à l'hôpital pour prier pour sa fille dans le coma. Une jeune sans-abri lui dit « Je peux la réveiller ». Ce qui se passe ensuite est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge murale de l'hôpital indique 21h47. Elliot Granger est assis sur la chaise à côté du lit où sa fille de 5 ans dort depuis 4 jours. Ivy repose là, au milieu du lit blanc, relié à des fils et des tubes qui émettent des bruits étranges. Sa poitrine se soulève et s'abaisse lentement, très lentement. Elliot tient la poupée de la fillette, une vieille poupée aux cheveux jaunes et à la robe rose si souvent lavée qu'elle en est presque blanche. Son nom est Bella, un nom qu'Ivy avait inventé à 3 ans et dont elle ne s'était jamais séparée, même pour dormir. Maintenant, Bella est entre ses mains et Ivy ne le sait pas. Monsieur Granger, l'infirmière entre dans la chambre, il est l'heure. L'hôpital ferme aux visiteurs à 22h. Elliot regarde l'horloge et soupire. Chaque jour, c'est la même chose. Il arrive à 7h du matin, à l'ouverture des visites, reste toute la journée avec Ivy, et à 22h, il doit partir. 15 heures par jour au chevet de sa fille, mais ce n'est pas assez. Ce n'est jamais assez. Juste quelques minutes de plus, demande-t-il. Vous savez que je ne peux pas l'autoriser, ce sont les règles de l'hôpital. Elliot se lève lentement. 4 jours à suivre cette routine, 4 jours d'aller-retour à l'hôpital, à peu dormir chez lui, pensant uniquement à Ivy. 4 jours à prier pour qu'elle se réveille. À demain, princesse, murmure-t-il en embrassant le front de sa fille. Papa sera de retour tôt demain, comme toujours. Dans l'ascenseur, Elliot appuie sur le bouton du rez-de-chaussée et ferme les yeux. Comment peut-il rentrer chez lui et faire comme si tout était normal? Comment peut-il dormir en sachant qu'Ivy est ici, seul, dans le coma? La culpabilité le ronge depuis le premier jour. C'est lui qui a causé tout cela. Ivy jouait dans le jardin pendant qu'il prenait un appel urgent du bureau. Son entreprise était en train de conclure une affaire majeure, des millions de dollars dépendaient de cette conversation. Ivy voulait lui montrer un dessin qu'elle avait fait. Il lui a fait signe d'attendre. Juste 5 minutes de plus, princesse, a-t-il dit en couvrant son téléphone. Papa doit régler ça. Mais ce ne furent pas 5 minutes. Cela a duré 1 heure, et quand il a finalement raccroché, il a trouvé Ivy inconsciente sur le sol du patio, sa poupée Bella à côté d'elle. Les médecins ont parlé d'un arrêt cardiaque soudain, inexpliqué. Ces choses arrivent parfois chez les enfants. Mais Elliot connaît la vérité. Ivy essayait d'attirer son attention depuis des jours. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien, que sa poitrine lui faisait mal. Il répondait toujours que c'était juste de la fatigue, qu'ils en parleraient plus tard. Toujours plus tard. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent à régler. Maintenant, elle est dans le coma et il n'y a plus de plus tard. Le chauffeur attend à l'entrée de l'hôpital, comme toujours. À la maison, monsieur Granger? À la maison, répond Elliot en montant dans la voiture. Pendant le trajet, il regarde par la fenêtre et voit la ville fonctionner normalement. Les restaurants sont ouverts, les gens se promènent, la vie continue comme si le monde ne savait pas qu'Ivy Granger était dans le coma, comme si rien n'avait changé. Mais pour lui, tout avait changé. Il arrive chez lui et la première chose qu'il fait est de monter dans la chambre d'Ivy. Tout est comme elle l'a laissé il y a 4 jours. Des dessins éparpillés sur le bureau, des jouets par terre, le lit défait parce qu'elle s'était précipitée pour le petit déjeuner. Elliot s'assoit sur le petit lit et prend un des dessins sur le bureau. C'est une famille, un grand homme, une petite fille et une poupée. En dessous, d'une écriture d'enfant tremblante, il est écrit « Moi et papa et Bella ». Les larmes commencent à couler sur son visage. Ivy les avait dessinés ensemble, mais quand avaient-ils été vraiment ensemble pour la dernière fois? Quand avait-il vraiment prêté attention à elle? Il se souvient de sa femme, Sarah, morte d'un cancer quand Ivy avait 2 ans. Durant ces derniers mois, elle l'avait supplié de passer plus de temps à la maison, plus de temps avec elle. Ivy a besoin de son père, disait-elle. Je ne serai peut-être pas là pour toujours. Elliot promettait toujours qu'il changerait, mais il ne l'a jamais fait. Il y avait toujours une réunion importante, une affaire urgente, une opportunité qu'il ne pouvait pas manquer. Quand Sarah est morte, il s'est promis d'être à la fois père et mère pour Ivy, de lui donner tout ce dont elle avait besoin. Il a travaillé si dur qu'il en a oublié d'être un père. Et maintenant, Ivy en paie le prix. Elliot s'allonge sur le lit de sa fille et serre l'oreiller qui sent encore son parfum. Il pleure jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis, il prend son téléphone et annule toutes ses réunions pour le lendemain, et le jour d'après, et toute la semaine.
Plus rien d'autre ne compte qu'Ivy. Le lendemain matin, il est de retour à l'hôpital à cette heure précise. La même infirmière de la veille l'accueille à la réception. « Bonjour, monsieur Granger. » Ponctuel comme toujours. « Bonjour, » répond-il en se dirigeant vers l'ascenseur. Dans la chambre, Ivy est toujours dans la même position, immobile, respirant lentement. Elliot s'assoit sur la chaise à côté du lit et prend la petite main de sa fille. Elle est froide, comme toujours. « Salut, princesse, » murmure-t-il. « Papa est de retour, comme je l'avais promis. » Il pose la poupée Bella à côté d'Ivy sur le lit. Bella est de retour aussi. Elle a dit qu'elle a rêvé de toi toute la nuit. Elliot s'agenouille près du lit et joint les mains. Il fait ce qu'il fait chaque jour depuis l'accident. « Mon Dieu, » chuchote-t-il en fermant les yeux, « je viens ici chaque jour demander la même chose. S'il vous plaît, laissez ma fille se réveiller. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai été un père terrible, mais elle ne mérite pas de payer pour mes erreurs. S'il vous plaît, entendez-moi. S'il vous plaît, faites qu'elle se réveille. » Il reste agenouillé de longues minutes, priant en silence, implorant un miracle. Il fait cela chaque jour, plusieurs fois par jour. Il prie en arrivant le matin, il prie à l'heure du déjeuner, il prie avant de partir le soir. Monsieur Granger, le médecin entre dans la chambre. Elliot se relève vivement. « Docteur, comment va-t-elle ? » « Stable, comme toujours. Pas de changement significatif. » Elliot sent son cœur se serrer. 4 jours et aucune amélioration, aucun signe qu'Ivy se réveillera. « Docteur, je voulais demander, y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Un nouveau traitement, un spécialiste ?» Le médecin secoue la tête. « Monsieur Granger, nous faisons tout notre possible. Parfois, dans ces cas-là, nous ne pouvons qu'attendre. » « Attendre combien de temps ? » « Nous ne savons pas. Cela pourrait être des jours, des semaines, des mois. » Le médecin ne termine pas sa phrase, mais Elliot comprend, ou cela pourrait être jamais. « Je n'abandonnerai pas, » dit Elliot, la voix ferme. « Jamais. Je sais, monsieur. Vous êtes très dévoué. Vous êtes ici tous les jours. » Le médecin part et Elliot retourne sur sa chaise. Il prend la main d'Ivy et la serre doucement. « Ivy, je sais que tu ne m'entends pas, mais j'ai besoin de te parler, » murmure-t-il. « C'était ma faute. Tout ça, c'était ma faute. J'aurais dû faire attention quand tu as dit que tu ne te sentais pas bien. J'aurais dû poser le téléphone et m'occuper de toi. » Les mots sortent avec difficulté. « J'ai toujours pensé que travailler dur faisait de moi un bon père. Je pensais que donner de l'argent, acheter des choses chères, payer les meilleures écoles, je pensais que c'était de l'amour. Mais ce n'était pas le cas. L'amour, c'est du temps. L'amour, c'est être présent. Et je ne l'ai jamais été. » Les machines continuent leur bourdonnement. Bip, 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 comme un cœur mécanique marquant le temps qu'il a perdu avec sa fille. « S'il te plaît, Ivy, » murmure-t-il en lui serrant la main, « s'il te plaît, réveille-toi. Donne-moi une autre chance. Je promets que je serai différent. Je promets d'être le père que tu mérites. » Les heures passent lentement. Les infirmières vont et viennent, vérifient les machines, prennent des notes. Elliot ne quitte pas sa chaise. Il mange peu, ne parle que lorsque c'est nécessaire au personnel médical. Tout le reste du temps, il reste là, tenant la main de sa fille et lui parlant. Il lui raconte des histoires qu'il invente, parle de projets pour quand elle se réveillera, lui demande pardon pour des années d'absence. Parfois, il prie à voix haute, parfois en silence, suppliant toujours Dieu de lui accorder une seconde chance. Quand l'horloge sonne 9h30 du soir, Elliot sait qu'il doit se préparer à partir. Un autre jour sans changement, un autre jour sans espoir. « Au revoir, princesse », murmure-t-il en embrassant le front d'Ivy. « Papa sera de retour tôt demain, et il continuera de revenir jusqu'à ce que tu te réveilles, peu importe le temps que ça prendra. » Sur le chemin du retour, il pense à Sarah. Si elle était en vie, que dirait-elle de tout ça? Probablement que c'était sa faute, pour ne pas avoir prêté attention aux signes. Probablement qu'il apprenait enfin ce que signifiait être un père, mais trop tard. À la maison, Elliot peine à manger. Il prend une douche rapide et va directement au lit. Il a besoin de quelques heures de sommeil pour avoir la force de retourner à l'hôpital demain. Mais le sommeil ne vient pas facilement. Il n'arrête pas de penser à Ivy, seule dans cette chambre froide, connectée à des machines. C'est elle qui l'essaie? Sent-elle sa présence chaque jour? Peut-elle l'entendre quand il prie pour elle? Le 5e jour, la routine se répète. Elliot arrive à l'hôpital à 7h, s'assoit à côté du lit d'Ivy, prend sa main et commence une autre journée de veille et de prière. « Bonjour,
princesse, murmure-t-il. Aujourd'hui, ça fait 5 jours que tu dors. Papa commence à s'inquiéter. Il s'agenouille près du lit. Mon Dieu, je sais que je demande la même chose tous les jours, mais je dois continuer à demander. S'il vous plaît, laissez ma fille se réveiller. Je promets d'être le père dont elle a toujours eu besoin. Je promets de ne plus jamais faire passer le travail avant elle. Il reste agenouillé de longues minutes, les yeux fermés, priant de toutes ses forces. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il sait faire. Quand il ouvre les yeux, il voit qu'il n'est plus seul dans la chambre. Une fillette se tient sur le seuil. Elle doit avoir environ 8 ou 9 ans, des cheveux sombres et en désordre, des vêtements vieux et sales. Elle est pieds nus. « Comment es-tu entré ici ?» demande Elliot en se levant vivement. La fillette ne répond pas tout de suite. Elle regarde Ivy, puis Elliot, puis à nouveau Ivy. « Elle dort depuis longtemps, » dit la fillette en entrant lentement dans la chambre. « Qui es-tu? Comment as-tu passé la sécurité? » « Je m'appelle Marley, » dit-elle simplement, « et je peux la réveiller. » Elliot retient sa respiration une seconde. La fillette parle avec une telle certitude, un tel calme, que l'espace d'un instant, il la croit presque. « Comment ?» demande-t-il, sa voix à peine audible. Marley le regarde droit dans les yeux, ses yeux sombres remplis de quelque chose qu'Elliot ne peut identifier. « Parfois, les gens se perdent à l'intérieur d'eux-mêmes, » dit-elle. Ils ont besoin de quelqu'un pour leur montrer le chemin du retour. Tu n'es qu'une enfant. Comment peux-tu? Je sais ce que c'est que d'être perdu, l'interrompt Marley. Je sais ce que c'est quand personne ne te voit, personne ne t'entend, personne ne s'en soucie. C'est ce que ressent Ivy en ce moment. Elliot sent une oppression dans sa poitrine. Les paroles de la fillette ont un sens qu'il n'attendait pas. Mais elle n'est pas seule, dit-il. Je suis ici tous les jours. Marley secoue la tête. Tu es là maintenant. Mais elle se souvient de toutes les fois où tu n'étais pas là. C'est de ça qu'elle se cache. Les mots sont comme un coup de poignard pour Elliot, car ils sont vrais, complètement vrais. Que puis-je faire? demande-t-il, désespéré. Marley se rapproche encore du lit. Laisse-moi essayer d'abord, dit-elle. Ensuite, nous verrons. Avant qu'Elliot ne puisse répondre, Marley grimpe sur une chaise pour atteindre le lit. Elle tend sa petite main et touche doucement celle d'Ivy. Imagine qu'on joue, murmure-t-elle si doucement qu'Elliot l'entend à peine. La journée est magnifique. Pendant une seconde, rien ne se passe. Elliot est prêt à dire que ça ne marchera pas, qu'elle n'est qu'une enfant qui dit des bêtises. Mais c'est alors qu'il le voit. La main d'Ivy bouge, juste un peu, juste assez pour que ses doigts se referment légèrement, comme si elle essayait de tenir la main de Marley. Mais elle a bougé. Elliot s'approche du lit si vite qu'il manque de trébucher. « Ivy » murmure-t-il. « Ivy, tu m'entends » Mais Ivy ne répond pas. Sa main se détend à nouveau, reprenant sa position initiale, comme si rien ne s'était passé. Marley retire sa main et descend de la chaise. « C'est le premier signe, » dit-elle à Elliot. Mais elle a encore peur. Peur de quoi? De se réveiller et de découvrir que tu n'es pas vraiment là, que ce n'est qu'un rêve. Elliot sent les larmes lui monter aux yeux. « Mais je suis là. Je viens tous les jours. » Tu dois le lui prouver, dit Marley. Et ça va prendre du temps. L'infirmière entre précipitamment dans la chambre. Monsieur Granger, j'ai vu sur le moniteur qu'il y a eu un mouvement. Elle s'arrête en voyant Marley. Qui est cette fille? Comment est-elle entrée ici? Elliot regarde Marley, puis l'infirmière. Sa tête est confuse, pleine de questions et d'espoir en même temps. Elle a aidé ma fille, dit-il. L'infirmière fronce les sourcils. Monsieur, les enfants ne peuvent pas être ici sans surveillance. Je vais appeler la sécurité. Non, dit Elliot, plus fort qu'il ne l'aurait voulu. S'il vous plaît, laissez-la rester un peu plus longtemps. Marley secoue la tête. Je dois y aller, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Mais je reviendrai demain. Attends, l'appelle Elliot. Comment savoir si tu reviendras vraiment? Marley s'arrête à la porte et le regarde. Parce qu'Ivy a besoin de moi, dit-elle. Et toi aussi. Puis elle s'en va, laissant Elliot de nouveau seul avec sa fille. Mais quelque chose a changé. Ce n'est pas seulement le fait que la main d'Ivy ait bougé. C'est quelque chose de plus profond, un espoir qui n'était pas là avant. Pour la première fois en 5 jours, Elliot sent qu'il y a peut-être encore une chance. Peut-être que Dieu a entendu ses prières. Peut-être qu'il a envoyé une étrange fillette pour lui montrer qu'il y a encore de l'espoir. Il s'agenouille près du lit et prend à nouveau la main d'Ivy.
Mon Dieu, merci, murmure-t-il. Merci d'avoir envoyé quelqu'un pour nous aider. S'il te plaît, fais que Marley revienne demain. Et s'il te plaît, aide ma fille à se souvenir que je suis là, que je serai toujours là. Quand il est temps de partir, à 22h, Elliot embrasse le front d'Ivy comme il le fait toujours. Au revoir, princesse, murmure-t-il. Je serai de retour demain, et peut-être que Marley aussi. Peut-être que demain, tu bougeras à nouveau. Dans la voiture sur le chemin du retour, Elliot ressent quelque chose qu'il n'a pas ressenti depuis des jours, l'espoir. La main d'Ivy a bougé. C'était petit, mais c'était réel. Et c'était grâce à une étrange fillette apparue de nulle part qui a dit qu'elle pouvait aider. Pour la première fois depuis l'accident, Elliot s'endort en croyant qu'Ivy peut se réveiller, en croyant que ses prières sont entendues, en croyant qu'il est encore temps d'être le père qu'elle mérite. Elliot arrive à l'hôpital le lendemain à 7h du matin, comme toujours. Il a passé toute la nuit à penser à Marley et au mouvement de la main d'Ivy. Il a peu dormi, mais il se sent reposé pour la première fois depuis des jours, car enfin, il y a de l'espoir. Bonjour, monsieur Granger, l'accueille la réceptionniste, ponctuelle reste dans la même position, mais Elliot la regarde avec des yeux différents. Hier, elle a bougé. Elle pourrait bouger à nouveau aujourd'hui. Salut, princesse, murmure-t-il en s'asseyant sur la chaise près du lit. Papa est de retour. Et j'espère que Marley reviendra aussi. Il prend la main d'Ivy et la serre doucement. Il ne sent aucun mouvement, mais il ne se décourage pas. Hier n'était que le début. Bonjour, monsieur Granger, l'infirmière entre dans la chambre. Comment s'est passée votre nuit? Mieux, répond Elliot. Beaucoup mieux. Et cette fillette, est-elle revenue? Elliot regarde la porte, s'attendant à voir Marley apparaître à tout moment. Pas encore, mais elle a dit qu'elle le ferait. À propos d'hier, monsieur, dit l'infirmière, ce n'est peut-être pas une bonne idée de laisser cet enfant entrer ici. Nous ne savons pas d'où elle vient, quelle maladie elle pourrait porter. Elle a aidé ma fille, l'interrompt Elliot. La main d'Ivy a bougé quand elle l'a touchée. L'infirmière vérifie le dossier. Oui, un mouvement a été enregistré sur les moniteurs. Mais cela pourrait être une coïncidence. Parfois, il y a des spasmes musculaires involontaires. Ce n'était pas involontaire, dit Elliot, ferme. Ivy a réagi quand Marley lui a parlé. L'infirmière ne discute pas, mais Elliot voit sur son visage qu'elle ne le croit pas. Personne ne semble le croire, sauf lui. Les heures passent lentement. Elliot est attentif à chaque son dans le couloir, attendant de voir Marley apparaître à la porte. Les médecins vont et viennent, posent des questions sur le mouvement d'hier, ajustent les machines. Certains semblent plus intéressés, d'autres sceptiques. Le mouvement était faible mais significatif, explique le médecin-chef. Cela pourrait indiquer une activité neurologique que nous ne détections pas auparavant. Cela veut-il dire qu'elle va se réveiller? Cela veut dire qu'il y a une possibilité que nous n'avions pas envisagée. Mais il est encore trop tôt pour en être sûr. Elliot accepte la réponse. Au moins, il ne parle plus de transférer Ivy ailleurs. Au moins, il y a encore de l'espoir. Le déjeuner arrive et passe. Elliot mange peu, comme d'habitude, mais cette fois-ci, ce n'est pas par manque d'appétit, c'est par anxiété. Où est Marley? Pourquoi n'est-elle pas encore apparue? L'après-midi avance et Marley n'apparaît pas. À mesure que les heures passent, Elliot devient plus nerveux. Et si elle ne revenait pas? Et si hier n'était qu'un coup de chance? Et si Ivy ne bougeait plus? Monsieur Granger, l'infirmière essaie d'engager la conversation. Vous semblez différent aujourd'hui. Plus agité. J'attends cette fille. Marley. Monsieur, il ne faut peut-être pas trop espérer. Les enfants des rues, ils vont et viennent. On ne peut pas compter sur eux. Les mots irritent Elliot. Marley est peut-être une enfant des rues, mais elle a aidé Ivy. Elle a fait quelque chose que les médecins n'ont pas pu faire en 5 jours. Elle reviendra, dit-il, plus à lui-même qu'à l'infirmière. Mais au fil de la journée, alors que Marley n'apparaît pas, Elliot commence à douter. Peut-être que l'infirmière a raison. Peut-être que les enfants des rues n'ont d'engagement envers personne. À 18h, il essaie de faire ce que Marley a fait hier. Il touche la main d'Ivy et murmure les mêmes mots, imagine qu'on joue. La journée est magnifique. Rien ne se passe. Il essaie à nouveau, avec plus de sentiments. Imagine qu'on joue, Ivy. La journée est magnifique et on peut faire tout ce qu'on veut. La main d'Ivy reste immobile. Elliot essaie pendant 1 heure, répétant les mots de Marley, touchant la main d'Ivy de la même manière. Mais ça ne marche pas. Sans Marley, les mots ne sont que des mots.
Sans elle, il n'y a pas de magie. Quand il est temps de partir, à 22h, Elliot est découragé. Un autre jour sans Marley, un autre jour sans mouvement. Comme si hier n'avait jamais eu lieu. Je serai de retour demain, comme toujours. Et j'espère que Marley reviendra aussi. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Elliot sent l'espoir s'amenuiser. Peut-être que les médecins ont raison. Peut-être que le mouvement d'hier n'était qu'un spasme involontaire. Peut-être que Marley n'est qu'une enfant confuse qui est apparue au bon moment. À la maison, il peine à dîner. Il ne cesse de penser à la chambre vide d'Ivy, aux dessins éparpillés sur le bureau, à la poupée Bella maintenant à l'hôpital. Tout attend son retour. Si elle revient. Le deuxième jour sans Marley, Elliot se réveille encore plus tôt. Il arrive à l'hôpital à 6h30, attendant à la réception l'ouverture des visites à 7h. « Vous êtes en avance aujourd'hui » commente la réceptionniste. « Je n'ai pas bien dormi » répond-il. Dans la chambre, Ivy reste dans la même position. Pas de mouvement, pas de signe d'amélioration. La chambre semble plus froide sans Marley, plus vide, plus morte. Elliot s'assoit sur la chaise et prend la main de sa fille. Il ne sent qu'une peau froide et immobile. « Salut, princesse » murmure-t-il, mais sa voix n'a pas le même espoir que la veille. Papa est de nouveau là. Il s'agenouille près du lit et joint les mains. « Mon Dieu, je ne comprends pas ce qui s'est passé hier. Je pensais que tu avais entendu mes prières, que tu avais envoyé Marley pour nous aider. Mais elle n'est pas revenue. S'il te plaît, aide-moi à comprendre. Aide-moi à savoir quoi faire. » Il reste agenouillé de longues minutes, mais cette fois, la prière n'apporte pas le réconfort habituel. Elle n'apporte que plus de questions et plus de doutes. Les médecins effectuent de nouveaux tests sur Ivy. Ils ne trouvent aucun signe d'amélioration depuis avant-hier. Le mouvement de la main semble avoir été un événement isolé, sans répétition. C'était peut-être juste un spasme musculaire, explique le médecin, exactement comme l'avait dit l'infirmière. Ça arrive parfois. Mais j'ai vu. Elle a réagi quand la fille l'a touchée. Monsieur Granger, je comprends que vous vouliez y croire, mais nous ne pouvons pas baser un traitement sur... Sur quoi? Sur l'espoir? L'interrompt Elliot, frustré. C'est tout ce qu'il me reste. Le médecin soupire. Nous continuerons la surveillance, mais vous devez vous préparer à la possibilité qu'il n'y ait plus de changement. Elliot ne veut se préparer à rien. Il veut qu'Ivy se réveille. Il veut que Marley revienne. Il veut que tout ait un sens à nouveau. Mais au fil des heures, alors que Marley n'apparaît pas, il se rend compte qu'il a perdu plus que ce qu'il pensait quand elle est partie. Ce n'est pas seulement la possibilité d'un miracle qui s'est envolé. C'est quelque chose de plus subtil, de plus humain. Marley avait apporté de la vie dans la chambre, de la curiosité, du mouvement, une présence qui rendait l'endroit moins semblable à un hôpital et plus à un lieu où les gens vivent et prennent soin les uns des autres. Maintenant, sans elle, tout redevient blanc et froid. Elliot essaie de parler à Ivy comme il le faisait avant l'apparition de Marley. Il raconte des histoires, parle du futur, fait des promesses. Mais les mots sortent vides, artificiels, comme s'il jouait le rôle d'un père aimant au lieu d'en être un. « Ivy, tu te souviens de ce jour où nous sommes allés au parc » commence-t-il, mais il s'arrête aussitôt. Quel jour? Sont-ils déjà allés au parc ensemble? Où a-t-il toujours envoyé la nounou Y emmenée? Elliot réalise qu'il n'a pas de vrais souvenirs à partager avec sa fille. Seulement des regrets et des promesses creuses d'un avenir qui pourrait ne jamais arriver. À l'heure du coucher, à 22h, Elliot se sent plus seul que jamais. « Au revoir, princesse » murmure-t-il, mais sa voix est faible. « Je serai de retour demain, comme toujours. » Mais cette fois, il ne mentionne pas Marley. Il ne dit pas qu'il espère qu'elle reviendra, car il n'en est plus sûr. Le troisième jour sans Marley, Elliot dort à peine. Il fixe le plafond, pensant à Ivy seule à l'hôpital, à l'étrange fillette qui est apparue et a disparu, à toutes les prières qui pourraient ne pas être entendues. Il arrive à l'hôpital à 7h, comme toujours, mais sans l'anxiété des jours précédents, sans l'attente que quelque chose de différent se produise. « Bonjour, monsieur Granger » le salue l'infirmière. « Comment s'est passée votre nuit ?» Comme d'habitude, répond-il sans grand enthousiasme. Dans la chambre, il s'assoit sur la chaise près du lit d'Ivy et prend sa main. Froide et immobile, comme toujours. « Salut, princesse » murmure-t-il. Un autre jour. Il ne s'agenouille pas pour prier tout de suite. Il n'en a pas envie. Il a l'impression que ses prières n'arrivent nulle part. Les heures passent, plus lentement que jamais. Sans l'espoir de voir Marley apparaître, sans la possibilité d'un autre mouvement d'Ivy,
la journée s'éternise, comme les premiers jours après l'accident. Elliot essaie de lire un livre, mais il n'arrive pas à se concentrer. Il essaie de travailler sur son ordinateur portable, mais les mots à l'écran n'ont aucun sens. Il essaie de parler à Ivy, mais il n'a rien de nouveau à dire. Vers 15 heures, il s'agenouille enfin près du lit. « Mon Dieu, je ne sais plus quoi faire », murmure-t-il. « Je pensais que tu avais envoyé Marley pour nous aider, mais elle a disparu. Et Ivy est toujours pareille. Je ne comprends plus rien. S'il te plaît, donne-moi un signe. N'importe quoi. Juste pour que je sache que tu m'écoutes. » Il reste agenouillé de longues minutes, attendant une réponse, un signe. Mais rien ne vient. Seulement le son des machines et le silence de la chambre. Quand il se relève, il se sent plus perdu que jamais. C'est alors qu'il entend des pas dans le couloir. Des pas légers, différents de ceux des médecins et des infirmières. Elliot lève la tête et voit une petite silhouette à l'entrée. Marley est là. Plus sale qu'avant, les cheveux plus ébouriffés, les vêtements plus déchirés, comme si elle avait passé 3 jours dans la rue sans manger ni dormir correctement. « Tu es revenu, » dit Elliot, ressentant un immense soulagement. « J'ai dit que je reviendrais, » répond Marley en entrant dans la chambre. « Je t'ai attendu. J'ai attendu hier et avant-hier. Je pensais ne plus te revoir. » Marley s'approche du lit et regarde Ivy. Son expression devient soucieuse. « Elle est plus loin maintenant, » dit-elle. « Plus loin de quoi ? » De se réveiller. Plus elle dort, plus il est difficile pour elle de se souvenir de ce que c'est que d'être éveillée. Elliot sent un frisson parcourir son échine. Les paroles de Marley ont un sens effrayant. Les médecins ont dit que le mouvement de l'autre jour n'était peut-être qu'un spasme musculaire. Les médecins ne savent pas tout, dit Marley en grimpant sur la chaise près du lit. Ils connaissent le corps, mais ils ne connaissent pas le cœur. Alors, tu peux l'aider à nouveau ? Marley regarde Elliot avec ses yeux sombres et sérieux. Ivy va se réveiller. Mais pas grâce à moi. Grâce à quoi, alors ? Grâce à toi. Elle écoute mieux quand c'est toi qui parles. Elliot fronce les sourcils. J'ai essayé de lui parler, ça n'a pas marché. J'ai essayé de faire ce que tu as fait. Mais tu as essayé de parler comme moi, l'interrompt Marley. Tu n'es pas moi. Tu es son père. Tu dois parler comme un père. Je ne sais pas comment parler comme un père, avoue Elliot, la voix basse. Je n'ai jamais été un vrai père pour elle. Marley l'étudie un long moment. Alors, raconte-lui une journée où vous avez été heureux ensemble. Un jour dont tu te souviens et qui te fait sourire. Elliot se tait. C'est là le problème. Il ne se souvient d'aucune journée de ce genre. Il n'a pas de souvenirs heureux avec Ivy parce qu'il travaillait toujours quand elle était heureuse. Je n'ai pas de souvenirs comme ça avec elle, avoue-t-il. Alors, raconte-lui une journée que tu aurais aimé vivre avec elle, dit Marley, comme si c'était une évidence. Une journée que tu imagines et qui te rend heureux rien qu'en y pensant. Elliot marque une pause, réfléchissant. Une journée qu'il aurait aimé vivre avec Ivy. Une journée simple, ordinaire, sans réunion, sans appel téléphonique, sans travail. Juste deux, père et fille. Je peux l'inventer ? Tu ne l'inventeras pas, dit Marley. Tu te souviendras de ce qui aurait pu être. Et parfois, c'est plus réel que ce qui s'est réellement passé. Elliot s'approche du lit, encore hésitant. Je ne sais pas si ça marchera. Ça marchera, dit Marley avec certitude. Parce que cette fois, tu parleras vraiment avec le cœur. Elliot prend la main d'Ivy et ferme les yeux une seconde, essayant d'imaginer la journée parfaite qu'il aurait aimé vivre avec elle. Ivy, commence-t-il, sa voix plus douce que d'habitude, tu te souviens de ce samedi matin où on s'est réveillé tard et où tu es venu dans mon lit avec Bella ? Tu as dit qu'elle avait faim et qu'elle voulait des pancakes. Au fur et à mesure qu'il parle, l'histoire devient réelle dans son esprit, réelle et magnifique. Alors on est allé à la cuisine et tu as voulu aider. Tu es monté sur une chaise pour atteindre le plan de travail et tu as fait un énorme bazar. De la farine partout, des œufs par terre, du lait renversé. Mais je m'en fichais, parce que tu riais. Et quand tu ris, Ivy, le monde entier devient plus beau. La voix d'Elliot devient plus ferme, plus chaude. Après, on s'est assis par terre dans le salon pour manger les pancakes. Tu as dit qu'ils avaient le goût des nuages. Et on est juste resté là, à jouer avec Bella, à regarder des dessins animés à la télé, sans se presser d'aller nulle part. Juste nous deux, père et fille. Elliot s'arrête de parler et regarde Ivy. Pendant une seconde, rien ne se passe. Mais c'est alors qu'il voit ses paupières trembler légèrement. Ivy, murmure-t-il. Ses paupières tremblent à nouveau,
puis lentement, très lentement, elle s'ouvre. Juste une fente, assez pour qu'Elliot voie un petit éclat des yeux de sa fille. « Mon Dieu !» murmure-t-il en lui serrant la main. Ivy respire plus fort, comme si elle faisait un effort pour se réveiller vraiment. Ses yeux se referment, mais maintenant, Elliot sait qu'elle est là. Elle se bat pour revenir. Pour la première fois depuis l'accident, il se sent comme un vrai père. Pas un homme riche qui paie pour tout, pas un homme d'affaires à succès qui achète ce dont sa fille a besoin. Un père. Quelqu'un dont sa fille a besoin pour être heureuse. Quelqu'un qui peut guérir avec des mots et de la présence, pas avec de l'argent. Marley descend de la chaise et se dirige vers la porte. « Où vas-tu » demande Elliot. « Tu n'as plus besoin de moi, dit-elle en souriant pour la première fois depuis qu'il l'a rencontrée. Maintenant, tu sais comment faire. Attends, Elliot se lève. Je veux t'aider. Tu n'as pas d'endroit où rester, tu n'as pas. J'ai un endroit, l'interrompt Marley. Là où les gens ont besoin de moi. Mais tu es une enfant. Tu as besoin d'une famille, d'une maison. Marley secoue la tête. J'ai une famille. Tous les gens que j'aide sont ma famille. Et ma maison, c'est là où je fais quelque chose de bien. Elle se tourne pour partir, mais s'arrête à la porte. Continue de lui parler, dit-elle. Elle est en train de revenir. Elle a juste besoin de se souvenir que ça vaut la peine de se réveiller. Et puis Marley s'en va, laissant Elliot de nouveau seul avec Ivy. Mais cette fois, la chambre ne semble ni froide ni vide. Elle semble pleine de possibilités. Elliot retourne sur la chaise près du lit et reprend la main de sa fille. « Où en étais-je » murmure-t-il en souriant. « Ah oui, après les pancakes, on a décidé de construire une cabane dans le salon avec des draps et des oreillers. » Et pendant qu'il parle, inventant des souvenirs qu'il aurait aimé vivre, Ivy respire plus fort, comme si elle revenait lentement de l'endroit lointain où elle se cachait. Comme si elle avait enfin une raison de se réveiller. Quand il est temps de partir à 22h, Elliot embrasse le front d'Ivy et murmure « Au revoir, princesse. Je serai de retour demain et nous continuerons notre conversation. J'ai beaucoup d'autres histoires à te raconter. Des histoires sur ce que nous ferons ensemble quand tu te réveilleras. Longtemps. Un véritable espoir. Pas un espoir en des miracles ou en des filles mystérieuses. Un espoir en lui-même. L'espoir qu'il peut être le père dont Ivy a besoin. L'espoir qu'il est encore temps de tout réparer. Pour la première fois depuis l'accident, Elliot s'endort en sachant que ses prières ont été entendues. Pas de la manière qu'il attendait, mais de la manière dont il en avait besoin. Dieu n'a pas envoyé un miracle. Il a envoyé quelque chose de mieux, la chance pour lui de devenir le père qu'il aurait toujours dû être. Nous observons des signes neurologiques positifs, expliqua le docteur Roberts en montrant les scanners à Elliot. De petites réponses aux stimuli, des mouvements musculaires qui n'étaient pas présents auparavant. Va-t-elle se réveiller ? Demanda Elliot, le cœur battant. Je ne peux rien promettre, mais il y a des progrès. Le médecin hésita. Honnêtement, je ne peux pas en expliquer la cause. Cliniquement, rien dans le traitement n'a changé. Elliot hocha simplement la tête. Il savait ce qui avait changé, même si les médecins ne comprenaient pas. Dans la chambre, Marley dessinait près du lit d'Ivy. L'atmosphère, autrefois froide et stérile, était maintenant couverte de dessins colorés sur les murs. Une petite radio diffusait une musique douce dans un coin. Les médecins sont surpris, dit Elliot en entrant. Marley continua de dessiner. Ils ne comprennent que le corps, ils ne comprennent pas le cœur. Les jours suivants, une routine s'installa. Le matin, Elliot lisait à Ivy, pas seulement des livres pour enfants, mais aussi des nouvelles, des poèmes, des extraits de romans. L'après-midi, Marley chantait ou racontait des histoires fantastiques de forêts enchantées et de rivières qui menaient aux étoiles. « Regarde comme elle réagit quand tu parles », fit remarquer Marley un après-midi, alors que le doigt d'Ivy bougeait en réponse à la voix de son père. Elliot remarquait chaque petit signe, un sourcil qui se haussait légèrement, des yeux qui bougeaient sous les paupières closes, la respiration qui changeait de rythme au fil des histoires. « Elle écoute », confirma l'infirmière mais. En 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu un patient dans le coma réagir comme ça aux voix et à la musique. Le jeudi, Elliot apporta une guitare. Il n'en avait pas joué depuis l'université, mais il se souvenait que Sarah disait toujours que la musique calmait Ivy. « Je ne sais pas si je sais encore en jouer », murmura-t-il en ajustant l'instrument. « Essaie », l'encouragea Marley. « Ce qui compte, ce n'est pas que ce soit joli, c'est que ça vienne du cœur. » Il joua une mélodie simple, les doigts maladroits retrouvant les accords. En jouant, il vit le visage d'Ivy réagir, un léger froncement de sourcils,
un mouvement subtil des lèvres. Elle a aimé, affirma Marley. Comment le sais-tu? Parce que j'ai aimé aussi. Le samedi, quelque chose changea dans l'atmosphère de la chambre. Marley, qui semblait toujours calme, regardait Ivy avec intensité. Aujourd'hui, c'est un jour important, dit-elle à Elliot. Tu devrais lui raconter une histoire vraie. Quel genre d'histoire? Une qui fait mal à raconter. Une qui vient d'ici, dit-elle en montrant sa poitrine. Elliot ferma le livre qu'il tenait. Il prit une profonde inspiration, regardant sa fille si petite et si silencieuse. Ivy, commença-t-il, la voix basse et tremblante, tu te souviens de ta pièce de théâtre à l'école, quand tu devais jouer un arbre? Il sentit le poids du souvenir peser sur sa poitrine. Je ne suis pas venu. J'avais une réunion. J'aurais pu la reporter, mais je ne l'ai pas fait. La nounou a dit que tu n'arrêtais pas de me chercher dans le public. Marley observait en silence, ses yeux sombres fixés sur eux deux. Je t'ai laissé tomber, Ivy, continua Elliot, les mots sortant avec difficulté. J'étais toujours occupé, toujours à penser à autre chose. Sa main serra la petite main de sa fille. Mais maintenant je suis là. Et je ne partirai plus. Les mots restèrent suspendus dans l'air, simples et bruts. Marley s'approcha de l'autre côté du lit, touchant doucement la main libre d'Ivy. C'est alors que cela se produisit. Ivy serra les deux mains en même temps. Un mouvement délibéré, une réponse. Elle t'a entendu, murmura Marley. Elliot ne put retenir ses larmes. Pour la première fois depuis l'accident, il ressentait une véritable connexion avec sa fille. Il n'était pas l'homme d'affaires à succès à ce moment-là, il était juste un père. Le lendemain, le moniteur cardiaque d'Ivy enregistra des variations plus fortes quand Elliot parlait. Son rythme cardiaque répondait. Quand Marley chantait, sa respiration devenait plus profonde. C'est comme si elle essayait de retrouver son chemin, commenta l'infirmière. Pendant la lecture de l'après-midi, Elliot s'interrompit, remarquant quelque chose d'extraordinaire. Une larme roula du coin de l'œil d'Ivy. Elle pleure, murmura-t-il, incrédule. Elle guérit, corrigea Marley en touchant l'autre côté du lit. Et toi aussi. La reconnexion entre le père et la fille était simple, sans grande révélation ni moment dramatique. Juste des mots honnêtes, du temps partagé et une présence constante. Mais c'était profondément vrai. Alors que la lumière de fin d'après-midi filtrait par la fenêtre, illuminant les dessins colorés sur les murs, Elliot comprit enfin. Ce n'était pas seulement Ivy qui revenait des ténèbres. C'était lui aussi. Et en cela, il y avait une magie qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Les jours à l'hôpital prirent un nouveau rythme, plus lent, plus présent. Elliot ne se souciait plus des réunions manquées ou des emails sans réponse. Son téléphone restait en silencieux, rangé dans sa poche. Le monde extérieur pouvait attendre. À l'intérieur, dans la chambre 318, seules 3 personnes comptaient. Chaque matin, Elliot arrivait à cette heure précise, non pas parce qu'il devait profiter de chaque minute de visite autorisée, mais parce qu'il voulait être là quand Ivy sentirait les premiers rayons de soleil à travers la fenêtre. « Bonjour, princesse », disait-il en embrassant le front de sa fille. « Il fait un temps magnifique dehors. Les oiseaux chantent dans le parc. » Puis il ouvrait les rideaux, allumait la petite radio et s'asseyait près du lit, non pas avec l'anxiété d'avant, mais avec le calme de celui qui sait qu'il est exactement là où il doit être. Vers 9 heures, Marley arrivait. Personne ne remettait plus en question sa présence. Les médecins et les infirmières la traitaient comme faisant partie de la famille, ignorant commodément le fait qu'elle ne devrait probablement pas être là. « Je t'ai apporté quelque chose », dit Marley un matin, tendant un dessin coloré à Elliot. C'était un portrait d'eux trois, Elliot, Ivy et elle, se tenant la main sous un ciel bleu vif. « C'est nous » demanda-t-il en souriant. « C'est nous quand Ivy se réveillera », répondit Marley avec la certitude simple que seuls les enfants possèdent. Elliot scotcha le dessin au mur, avec les autres. La chambre d'hôpital, autrefois impersonnelle et froide, ressemblait maintenant à un atelier d'art coloré. Chaque mur était couvert de dessins, de photos et de cartes. Chaque surface était occupée par de petits trésors, des coquillages que Marley trouvait lors de ses pérégrinations, des fleurs séchées qu'Elliot rapportait du parc, des livres pour enfants empilés sur la table de chevet. Les heures s'écoulaient dans une routine tranquille. Le matin, Elliot lisait à Ivy. L'après-midi, il chantait ou jouait de la guitare, même s'il était désaccordé. Le soir, avant de partir, il racontait des histoires, certaines réelles, d'autres inventées sur le champ. Tu te souviens quand tu avais 3 ans et que tu as décidé que tu voulais dormir dans le jardin ?
demanda-t-il un après-midi ensoleillé. On a installé une tente avec des draps et des oreillers. Tu as dit que tu allais compter les étoiles, mais tu t'es endormi avant d'arriver à 10. En parlant, il observait le visage de sa fille. Les réactions étaient subtiles, mais elles étaient là. Un léger soupir, un sourcil qui se haussait, les doigts qui tressautaient légèrement. « Je ne te vois pas, Ivy, » murmurait, « mais je sais que tu es là-dedans. » Marley occupait une place spéciale dans cette routine. Telle une sœur aînée, elle s'occupait d'Ivy à sa manière. Elle chantait des chansons inconnues, racontait des histoires d'animaux qui parlent et apportait toujours quelque chose de nouveau à montrer. Une plume d'oiseau, une feuille à la forme curieuse, un bouton brillant trouvé dans la rue. « Où trouves-tu ces choses ?» demanda un jour Elliot. « Partout, » répondit-elle avec son sourire mystérieux. « Le monde est plein de trésors. Il suffit de faire attention. » Personne ne posait plus de questions sur l'origine de Marley ou sur l'endroit où elle dormait la nuit. C'était comme si tout le monde comprenait tacitement que de telles questions briseraient le charme. Elle existait simplement dans la chambre 318 entre 9h du matin et 8h du soir, colorant l'environnement de sa présence. Le médecin a dit que ses signes vitaux sont plus forts, commenta Elliot un jeudi après-midi. Marley, qui dessinait par terre, hocha simplement la tête, sans surprise. C'est parce qu'elle n'a plus tout est encore pareil. Marley leva les yeux de son dessin. Mais maintenant, elle sait que tout a changé. Le vendredi, ils apportèrent une petite télévision dans la chambre. Pas pour regarder des émissions, mais pour passer des vidéos de famille qu'Elliot avait trouvées à la maison. Des images d'Ivy bébé faisant ses premiers pas, d'Ivy sur les balançoires du parc, riant aux éclats, d'Ivy et Sarah faisant des biscuits dans la cuisine, toutes deux couvertes de farine. « Ta mère adorait faire ces choses avec toi », commenta Elliot, la voix étranglée en voyant sa femme à l'écran. Elle disait toujours que des moments comme ceux-ci valaient plus que tout ce que l'argent pouvait acheter. C'est pendant l'une de ces vidéos que cela se produisit. Ivy pleura. Pas seulement une larme solitaire comme auparavant, mais plusieurs, roulant silencieusement sur son visage immobile. Ivy, appela Elliot en tenant la main de sa fille. Elle serra ses doigts en réponse. Une pression consciente, délibérée. Marley s'approcha de l'autre côté du lit. « Elle entend tout, dit-elle doucement. Elle a toujours tout entendu. » Ce soir-là, au moment de partir, Elliot hésita à la porte. « Je ne veux pas la laisser seule. »« Elle n'est pas seule, » répondit Marley. « Même quand personne n'est dans la chambre, elle sait que tu reviendras. » Les jours suivants apportèrent plus de réactions. Un soupir quand Elliot racontait quelque chose de drôle, un mouvement de la tête quand Marley chantait, les yeux qui s'agitaient rapidement sous ses paupières pendant les histoires, comme si Ivy voyait tout dans son esprit. « C'est comme si elle était juste à la surface », commenta l'infirmière après avoir vérifié les moniteurs. « Je n'ai jamais rien vu de tel », Elliot se contenta de sourire. Il savait ce qui se passait. Il n'avait pas besoin d'explications médicales. Le samedi, il apporta le petit déjeuner pour manger à côté d'Ivy. Pas la nourriture fade de l'hôpital, mais des pancakes et des fruits frais d'un café voisin. « J'ai fait des pancakes comme tu les aimes, » dit-il, sachant que l'odeur remplirait la chambre. Avec beaucoup de sirop d'érable. En mangeant, il raconta des histoires sur le week-end qu'ils auraient quand elle rentrerait à la maison. Des sorties au parc, des glaces sur la place, des dessins animés tard le soir. « Et Marley pourra rester avec nous », ajouta-t-il en regardant la fillette qui dessinait, assise sur le rebord de la fenêtre. Marley sourit mais ne dit rien, comme si elle savait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. L'après-midi, un orage se forma. La pluie fouettait la fenêtre, créant des ombres dansantes sur les murs colorés de la chambre. Elliot prit la guitare et joua des chansons calmes pendant que Marley faisait des ombres chinoises contre la lumière de la lampe. C'est à ce moment qu'Ivy ouvrit la bouche et soupira. Un son doux, presque imperceptible, mais qui figea Elliot et Marley. « Tu as entendu ça ?» demanda Elliot, respirant à peine. Marley hocha la tête, les yeux brillants. « Elle est presque là, » murmura-t-elle. Elliot posa la guitare et tint la main de sa fille. « Ivy, je suis là. On t'attend. » Ses doigts bougèrent dans les siens, serrant doucement. Ce n'était plus seulement un réflexe, c'était une communication. Sur le mur en face du lit, le dessin que Marley avait fait, eux trois se tenant la main sous le ciel bleu, semblait briller dans la lumière de fin d'après-midi, comme une promesse qui se réalisait lentement. Ce soir-là, avant de partir, Elliot embrassa le front de sa fille et murmura « Demain est un autre jour, princesse. Et chaque jour te rapproche de nous. » En fermant la porte, il vit Marley assise sur la chaise à côté du lit,
chantant doucement une berceuse. La fillette des rues qui était apparue de nulle part et avait tout changé semblait maintenant faire autant partie de cette famille que lui. Et Ivy, entre deux, respirait plus profondément, plus présente au monde à chaque jour qui passait. Une famille improbable, unie par un amour plus fort que n'importe quel lien de sang. Leur routine simple, construite non pas autour d'obligations et d'horaires, mais autour d'histoires, de chansons et de petits gestes d'affection. Une guérison qu'aucun médecin ne pouvait prescrire. Marley n'apparut pas le mardi matin. Ni à 9 h, ni à 10 h. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à rendre visite à Ivy, la mystérieuse fillette avait rompu sa routine. Elliot sentit une oppression dans sa poitrine. Un enfant seul dans les rues pouvait rencontrer 1000 dangers. Vers 14 h, la porte de la chambre s'ouvrit. Marley était là, mais son visage habituellement vif était pâle et tiré. Elle entra en titubant, s'appuyant contre le mur. « Marley !» Elliot se précipita vers elle, la retenant avant qu'elle ne tombe. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Juste un peu fatiguée, » murmura-t-elle, la voix faible. Quand Elliot toucha son front, il sentit la chaleur intense d'une forte fièvre. En quelques minutes, le docteur Stevens l'examinait. Fièvre de 39,5 degrés Celsius, déshydratation sévère et signes évidents de malnutrition, énuméra le médecin. Cet enfant doit être hospitalisé immédiatement. Non, protesta Marley. Je dois rester avec Ivy. Ivy sera là quand tu iras mieux, dit Elliot en lui tenant la main. Maintenant, c'est toi qui as besoin de soins. Marley tenta de résister, mais perdit bientôt connaissance alors qu'on l'emmenait sur une civière. Le médecin expliqua, elle présente tous les signes d'une pneumonie sévère compliquée par la malnutrition. Nous ferons tout notre possible, mais elle est très faible. Au cours des heures suivantes, Elliot partagea son temps entre la chambre d'Ivy et la salle d'attente de pédiatrie. Quand il put enfin voir Marley, elle était inconsciente, reliée à des moniteurs et à une perfusion. Pour la première fois, Elliot la regarda vraiment, non pas comme l'aide mystérieuse apparue pour sauver sa fille, mais comme une enfant. Une petite fille seule au monde, luttant pour survivre. Il remarqua des détails qu'il avait ignorés auparavant. Ses doigts fins et calleux, ses ongles rongés, ses cheveux négligés, ses vêtements usés qui semblaient n'avoir pas été lavés depuis des semaines. Elle a tout donné et n'a jamais rien reçu, murmura-t-il pour lui-même. Chaque jour, Marley apparaissait pour s'occuper d'Ivy. Elle n'avait jamais demandé de nourriture, d'abri ou d'attention pour elle-même. Elliot n'avait jamais demandé où elle dormait, ce qu'elle mangeait, comment elle vivait. Quand Marley ouvrit les yeux, il faisait déjà nuit. « Où suis-je » demanda-t-elle, confuse. « À l'hôpital. Tu es malade, mais tu iras bien. » Elle se détendit contre l'oreiller, paraissant étrangement petite et vulnérable. « Je n'ai jamais dormi dans un lit comme ça, » murmura-t-elle. « Si doux. Et les draps sentent bon. Où dors-tu d'habitude ? » « Où je peux. Parfois sous le pont, parfois à la gare routière. » La simplicité avec laquelle elle décrivait une vie si dure laissa Elliot sans voix. Les jours suivants, il établit une nouvelle routine. Le matin, il restait avec Ivy. L'après-midi, il rendait visite à Marley. Le soir, il retournait auprès d'Ivy. À chaque visite, il apportait des livres, des dessins, des histoires. Le lien entre eux se renforçait chaque jour. Le jeudi, le médecin l'informa que Marley sortirait le lendemain. « Elle a besoin de soins de suivi », expliqua-t-il. « En fait, nous devons la signaler aux services sociaux. »« Ce ne sera pas nécessaire, » répondit Elliot. « Je vais m'occuper d'elle. »« Monsieur Granger, vous n'avez aucun lien de parenté avec elle. Légalement, vous ne pouvez pas simplement la prendre. Alors dites-moi ce que je dois faire pour que ce soit légal. Parce qu'elle ne retournera pas dans la rue. » Cet après-midi-là, Elliot passa d'innombrables appels à son avocat, aux services sociaux, à des connaissances au gouvernement. Pour la première fois, il utilisa son pouvoir et son influence pour autre chose que les affaires. Quand il retourna dans la chambre de Marley, elle dessinait sur un bloc-notes. « Nous devons parler, dit-il. De ce qui se passera quand tu sortiras d'ici. » Elle haussa les épaules. « Je retourne dans la rue. Et je continue à rendre visite à Ivy. »« Non. Tu ne retourneras jamais dans la rue, » déclara Elliot. « Quand tu sortiras d'ici, tu viens chez moi. » Marley le fixa, surprise. « Pourquoi ? Parce que je tiens à toi. Parce qu'aucun enfant ne devrait vivre dans la rue. »« Ça ne marchera pas, » dit-elle doucement. « Pourquoi pas ? Parce que les gens comme vous ne restent pas avec des gens comme moi. »
La simplicité brutale de la phrase frappa Elliot comme un coup de poing. C'était la vérité nue du monde, prononcée par la bouche d'un enfant. Ce n'est pas vrai. Et je vais te le prouver. Le vendredi, Elliot vint chercher Marley. Il avait préparé une chambre pour elle à la maison, avec des vêtements neufs, des livres et du matériel de dessin. Dans la voiture sur le chemin du retour, Marley regardait la ville par la fenêtre. C'était étrange de la voir là, sur le siège passager de la voiture luxueuse. Deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Pour le dîner, Elliot prépara des macaronis au fromage. Pendant qu'il mangeait, il tenta d'engager la conversation. « Tu ne m'as jamais dit d'où tu venais. » Marley mangeait lentement, savourant chaque bouchée. « Nous vivions dans un petit endroit, mais c'était à nous, dit-elle. Ma mère faisait le ménage dans des maisons la nuit. Elle me racontait des histoires. C'était bien. Que s'est-il passé? Un jour, des machines sont arrivées. Ils ont dit qu'ils allaient construire un immeuble. Nous avons dû partir. Ils ne vous ont pas offert un autre endroit? Ils ont offert de l'argent. Ma mère a dit que c'était trop peu. Nous avons essayé de louer une chambre, mais l'argent s'est vite épuisé. Marley le regarda droit dans les yeux. Ma mère est tombée malade peu après. Nous vivions dans la rue. Elle est devenue très faible et un jour, elle ne s'est pas réveillée. C'était quand? Il y a 6 mois, je crois. C'est difficile de garder la notion du temps dans la rue. Sais-tu quelle entreprise a construit l'immeuble? Où était ta maison? Dans l'East End, près de la rivière. Il l'appelait Hopeville. Elliot sentit un frisson parcourir son échine. Hopeville. Ce nom remua un souvenir désagréable. Une pile de documents sur son bureau, il y a environ 1 an. Un grand projet immobilier que son entreprise avait financé. Il se souvenait d'avoir signé l'autorisation d'investissement. Il se souvenait vaguement que quelqu'un avait mentionné des expropriations, mais que tout serait fait légalement. Il se souvenait de n'avoir rien demandé de plus parce qu'il était en retard pour une réunion. C'était son entreprise. Le projet qui avait chassé Marley et sa mère de leur maison. Le projet qui, indirectement, avait conduit à la mort de sa mère. Il n'avait pas vu, il ne savait pas, mais il avait signé. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Marley, remarquant son expression. « Oui, mentit-il. Je suis juste triste pour ce qui vous est arrivé. Les choses arrivent. On ne peut pas changer le passé. » Elliot hocha la tête, incapable de répondre. Maintenant, la conséquence de ses actes avait un nom, un visage et une douleur réelle. Ce n'était pas juste un document signé à la hâte. C'était Marley. C'était sa mère qui ne s'était jamais réveillée. Alors qu'il finissait de dîner en silence, Elliot fit une promesse silencieuse. Il ne pouvait pas changer le passé, comme le disait Marley, mais il pouvait changer l'avenir. Et peut-être, d'une manière ou d'une autre, cela commencerait à équilibrer la balance. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la révélation qui avait secoué Elliot. La découverte que son entreprise était responsable de l'expulsion de Marley et de sa mère pesait sur ses épaules comme une culpabilité impossible à expier. Mais paradoxalement, cette vérité douloureuse avait créé un nouveau lien entre lui et la fillette, une connexion forgée dans la douleur partagée et la quête de rédemption. La routine de l'hôpital se poursuivait. Chaque jour, Elliot et Marley rendaient visite à Ivy. La chambre d'hôpital s'était transformée. Les murs autrefois blancs affichaient maintenant des dizaines de dessins colorés réalisés par Marley. Des vases de fleurs fraîches sur la table de chevet, des livres pour enfants empilés dans le coin, une petite radio diffusant une musique douce. Les médecins remarquèrent des changements subtils chez Ivy. Plus d'activité cérébrale, de petits mouvements dans les mains et les pieds, des réactions aux voix et à la musique. Ce sont des signes positifs, expliqua le docteur Roberts. L'activité cérébrale augmente, surtout pendant vos visites. D'une manière ou d'une autre, elle répond à votre présence. Va-t-elle se réveiller? Demandait toujours Elliot, l'espoir et la peur mêlés dans sa voix. En médecine, nous apprenons à ne jamais faire de promesses, répondit le médecin avec prudence. Mais nous voyons des signes qui précèdent généralement le réveil dans des cas comme le sien. C'est une question de temps. Le temps. Un mot qui signifiait quelque chose de complètement différent pour Elliot maintenant. Avant, le temps était quelque chose à économiser, à optimiser, à convertir en argent et en succès. Maintenant, c'était quelque chose à investir dans la patience, dans l'attente, dans de petits moments d'espoir. Un dimanche matin, Marley se réveilla plus tôt que d'habitude. Quand Elliot descendit à la cuisine, elle était déjà là, préparant du café et des toasts. « Tu ne te lèves généralement pas si tôt un dimanche »,
commenta-t-il, observant la fillette se déplacer dans la cuisine avec une énergie inhabituelle. Aujourd'hui, c'est un jour important, répondit Marley en plaçant une tasse de café devant lui. Nous devons aller à l'hôpital plus tôt. Il y avait quelque chose dans sa voix, une certitude, une urgence contenue, qui attira l'attention d'Elliot. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Marley arrêta ce qu'elle faisait et le regarda droit dans les yeux. Ses yeux sombres, habituellement calmes, avaient un éclat différent. Elle va se réveiller aujourd'hui, dit-elle simplement. Elliot sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas la première fois que Marley montrait qu'elle savait des choses qu'elle ne devrait pas pouvoir savoir. Mais il y avait quelque chose dans la conviction de sa voix qui le laissa sans souffle. Comment peux-tu en être sûr? Marley haussa les épaules, comme si la question n'avait pas de sens. Je le sais, c'est tout. Je l'ai vu dans mes rêves. À tout autre moment de sa vie, Elliot aurait rejeté une telle affirmation comme de l'imagination enfantine ou de la pensée magique. Mais maintenant, après tout ce qu'ils avaient traversé, il n'osait pas en douter. Alors, allons-y, accepta-t-il en finissant rapidement son café. L'hôpital était calme ce dimanche matin. Les infirmières changeaient de service en conversation feutrée, le personnel de nettoyage roulait leur chariot dans les couloirs. Quelques membres de famille attendaient déjà à la réception l'ouverture des visites. En entrant dans la chambre d'Ivy, ils trouvèrent tout comme d'habitude. La fillette immobile sur le lit, le bip constant des moniteurs, la lumière douce entrant par la fenêtre. « Que faisons-nous maintenant » demanda Elliot après quelques minutes de silence. Marley s'approcha du lit. « Nous devons la tenir. Un de chaque côté. » Elliot se plaça d'un côté du lit tandis que Marley grimpait sur une chaise de l'autre côté. Chacun prit une des petites mains d'Ivy. « Par lui, ordonna Marley. Dis-lui que nous attendons. » Elliot prit une profonde inspiration. Les mots venaient plus facilement maintenant, après des semaines à parler à sa fille inconsciente. « Ivy, mon amour. Nous sommes là. Marley et moi. Nous attendons que tu reviennes. Il y a tant de choses que je veux te montrer, tant d'endroits où nous irons ensemble. Ta chambre t'attend, pleine de nouveaux jouets, de nouveaux livres. » Pendant qu'il parlait, Elliot observait le visage immobile de sa fille, cherchant le moindre signe de réaction. Il remarqua que Marley avait fermé les yeux, comme si elle se concentrait sur quelque chose au-delà de cette chambre, comme si elle essayait d'atteindre Ivy quelque part où il ne pouvait ni voir ni comprendre. Après quelques minutes, elle ouvrit les yeux. Elle se pencha et approcha ses lèvres de l'oreille d'Ivy. « Imagine qu'on joue, murmura-t-elle si doucement qu'Elliot put à peine l'entendre. La journée est magnifique. » Pendant un instant, rien ne se passa. Seulement le son des machines et la douce respiration d'Ivy. Et puis, un mouvement. Petit, presque imperceptible. Les doigts d'Ivy se refermèrent légèrement autour de la main de Marley. Pas un spasme involontaire, mais une réponse. Une connexion. « Elliot » appela Marley, la voix tremblante. Elle a serré ma main. À peine avait-elle parlé que les doigts d'Ivy se contractèrent également autour de la main d'Elliot. Une pression légère mais définie. Un contact conscient. « Ivy » appela-t-il à nouveau, la voix étranglée. « Ma chérie, tu nous entends » Les paupières d'Ivy tremblèrent. Un mouvement rapide, comme si elle essayait d'ouvrir les yeux contre un poids énorme. « Continue de parler » encouragea Marley. Elle essaie. « Nous sommes là, mon amour. Marley et moi. Reviens vers nous. Ouvre les yeux, s'il te plaît. Nous t'attendons depuis si longtemps. » Ses paupières tremblèrent à nouveau, puis lentement, elles commencèrent à s'ouvrir. D'abord juste des fentes, comme si la lumière était trop forte. Puis un peu plus. Deux yeux bruns, tout comme ceux de Sarah, clignèrent plusieurs fois, essayant de se concentrer sur le monde qui les entourait. Confus, désorientés, mais vivants. Si vivants. « Ivy » appela de nouveau Elliot, les larmes coulant librement sur son visage. Ses yeux se tournèrent vers lui, confus au début, puis avec une lueur de reconnaissance, de connexion. « P.A. Papa » Sa voix était rauque, presque inaudible après si longtemps sans être utilisée. « Oui, princesse, c'est moi. » Elliot pouvait à peine parler à travers ses larmes. « Tu es revenu. » Ivy cligna des yeux à nouveau, comme pour essayer de comprendre où elle était et ce qui s'était passé. Puis son regard se déplaça de l'autre côté, trouvant Marley. Pendant un long moment, les deux fillettes se regardèrent simplement. Un regard rempli d'une reconnaissance impossible, d'une familiarité inexplicable. « Qui es-tu » demanda enfin Ivy, sa voix un peu plus ferme. «
Je t'ai vu dans mes rêves. Nous jouions. Marley sourit. Un sourire qui illumina tout son visage. Je suis Marley. Marley, répéta Ivy, testant le son du nom. Tu m'as emmené dans un jardin avec des fleurs jaunes et une balançoire rouge. Marley compléta, les yeux brillants d'émotion. Elliot regardait de l'une à l'autre, émerveillé et confus. Comment Ivy pouvait-elle connaître Marley dans ses rêves? Comment pouvait-elle partager les mêmes images, les mêmes souvenirs de lieux où elles n'avaient jamais été ensemble? Mais ces questions n'avaient pas d'importance maintenant. Ce qui importait, c'est que sa fille était réveillée. Après presque 2 mois, Ivy était revenue dans le monde des vivants. Incapable de contenir son émotion, Elliot se pencha et serra prudemment sa fille dans ses bras, craignant de lui faire mal. Il sentit son petit corps contre le sien, son souffle chaud sur son cou. Le miracle d'avoir retrouvé sa fille. « Tu m'as fait peur, mon amour », murmura-t-il en lui prenant le visage entre ses mains. « Mais je suis là pour toujours maintenant. Je suis ton vrai papa. » Les yeux d'Ivy, encore endormis, se remplirent de larmes. « Promis ? Je le promets. Je ne te laisserai plus jamais seul. Je ne ferai plus jamais passer quoi que ce soit avant toi. » À ce moment, la porte s'ouvrit et l'infirmière entra. Voyant Ivy éveillée, elle laissa tomber le plateau qu'elle portait. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle en se précipitant pour appuyer sur le bouton d'appel. « Elle est réveillée. Je vais appeler le docteur Roberts immédiatement. » Les jours suivants furent une montagne russe d'émotions et d'activités. Les médecins allaient et venaient de la chambre, effectuant des examens, vérifiant les réflexes, posant des questions. Tout le monde semblait impressionné par la récupération rapide d'Ivy, l'absence de dommages neurologiques permanents, sa mémoire intacte. « C'est extraordinaire », commenta le docteur Roberts après une batterie de tests le 5e jour. Normalement, les patients qui passent autant de temps dans le coma présentent un certain déficit cognitif ou moteur. Mais elle semble se rétablir parfaitement. « Est-ce un miracle ?» demanda Elliot. « En médecine, nous n'utilisons pas ce mot », répondit le médecin avec un petit sourire. « Mais je dois admettre qu'en 30 ans de carrière, je n'ai jamais rien vu de tel en une semaine. » Ivy pouvait s'asseoir seule dans son lit. En 10 jours, elle faisait ses premiers pas hésitants dans la chambre, soutenue par Elliot et Marley. Pendant tout ce temps, Marley ne quitta jamais le chevet d'Ivy. Elle dormait à l'hôpital dans un fauteuil de fortune, elle y mangeait, y dessinait, y vivait. Et Ivy s'épanouissait en sa présence. Les deux parlaient pendant des heures, partageaient des histoires, riaient de blagues que seule elle comprenait. « C'est comme si elles se connaissaient depuis des années », commenta l'infirmière mais à Elliot. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Le 12e jour, la nouvelle tomba, Ivy pouvait rentrer à la maison. Elle aura encore besoin de physiothérapie et de suivi régulier, expliqua le docteur Roberts, mais la récupération sera plus rapide dans un environnement familial. Le matin de la sortie, Marley aida Ivy à s'habiller. Une robe jaune avec des fleurs brodées, choisie spécialement pour l'occasion. Elle peigna soigneusement ses cheveux, lui parlant doucement de tout ce qu'elle ferait en rentrant à la maison. « On peindra ta chambre de la couleur que tu veux », dit Marley en brossant les cheveux dorés d'Ivy. « Et on pourra construire des cabanes en couverture dans le salon. »« Et des biscuits ?» demanda Ivy, les yeux pétillants d'anticipation. « Autant que tu pourras en manger, promit Marley. » Elliot observait depuis le seuil, s'émerveillant du naturel de cette interaction. C'était comme si elles avaient toujours été sœurs. Comme si elles avaient toujours appartenu l'une à l'autre. Le trajet en voiture fut paisible. Ivy regardait par la fenêtre avec fascination, comme si elle redécouvrait le monde. Marley lui tenait la main, lui montrant des choses intéressantes en chemin. Un chien dans le parc, une vitrine colorée, le ciel particulièrement bleu de ce matin. « J'ai toujours voulu une sœur », commenta soudain Ivy en se tournant vers Marley. Elliot, qui les observait toutes les deux dans le rétroviseur, sentit une oppression dans sa poitrine. Au milieu de la joie du réveil d'Ivy, de la précipitation de la sortie de l'hôpital, il n'avait pas eu le temps de penser à l'avenir, à ce qui allait arriver à Marley maintenant. Légalement, la situation était compliquée. Il avait réussi à obtenir une tutelle temporaire avec l'aide de son avocat et d'amis influents, mais c'était une solution provisoire. Pour que Marley reste en permanence, un processus d'adoption complet serait nécessaire. En regardant les deux à l'arrière, si naturellement connectés, Elliot sut ce qu'il devait faire. « Maintenant, tu en as une, dit-il, la voix étranglée par l'émotion. »« Toutes les deux. » La fillette sourit, ne comprenant pas tout à fait le poids de cette promesse. Mais Elliot savait que c'était un engagement pour la vie.
Un engagement envers 2 enfants qui avaient autant besoin de lui qu'il avait besoin d'elle. Les mois suivants, beaucoup de choses changèrent. Elliot réorganisa complètement sa vie professionnelle. Il réduisit ses projets, délégua des responsabilités et commença à travailler principalement de chez lui. L'entreprise peina un peu au début, mais s'adapta bientôt au nouveau modèle. Et, étonnamment, Elliot découvrit qu'il pouvait être un homme d'affaires à succès sans sacrifier sa vie personnelle. Il engagea les meilleurs avocats pour officialiser l'adoption de Marley. Le processus fut complexe, avec beaucoup de bureaucratie et de questionnements. Il y eut des moments difficiles où les travailleurs sociaux exprimèrent des doutes sur la capacité d'Elliot à élever seul 2 filles, ou sur ses motivations pour adopter Marley. Ne pensez-vous pas que vous essayez de remplacer la fille que vous avez failli perdre ? Demanda une assistante sociale lors d'une des visites à domicile. Je ne remplace personne, répondit fermement Elliot. J'agrandis ma famille. Je donne à Marley ce qu'elle mérite, une maison, une famille, une chance d'être à nouveau une enfant. Sa détermination finit par payer. 6 mois après le réveil d'Ivy, le juge signa les papiers. Marley Granger était officiellement sa fille. Pour Marley, c'était comme si elle pouvait enfin respirer. Après des mois à vivre dans la rue, après avoir perdu sa mère, après avoir cru qu'elle n'aurait plus jamais d'endroit où se sentir chez elle, elle appartenait à quelqu'un. Elle avait un nom, une maison, une famille. Elle avait des gens qui se souciaient de savoir si elle avait faim, froid ou peur. Elle avait des gens qui l'attendaient. Elle avait un endroit où revenir. La maison, autrefois silencieuse et vide, débordait maintenant de vie et de rire. Ivy et Marley étaient inséparables. Elles partageaient leurs jouets, leurs vêtements, leurs histoires du soir. Elles se disputaient parfois, comme toutes les sœurs, mais se réconciliaient rapidement. Un soir, alors qu'il bordait les filles, Elliot entendit quelque chose qui lui serra le cœur. Ivy, presque endormie, se tourna vers Marley dans le lit voisin. « Bonne nuit, petite sœur, murmura-t-elle. « Bonne nuit, grande sœur, répondit Marley du même ton somnole. Elliot resta sur le seuil, s'imprégnant de ce moment. 2 enfants qui avaient subi des pertes immenses trouvaient maintenant du réconfort l'une dans l'autre. 2 histoires de douleur qui, ensemble, formaient une nouvelle histoire d'espoir. Un samedi matin, près d'1 an après le réveil d'Ivy, Elliot préparait des pancakes dans la cuisine. Par la fenêtre, il vit les 2 filles jouer dans le jardin. Ivy, complètement rétablie, courait après Marley dans une partie de chat. Leur rire remplissait l'air matinal. En retournant les pancakes dans la poêle, il réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. Avant, il vivait dans la précipitation, toujours en retard, pensant toujours à la prochaine affaire, à la prochaine réunion, au prochain million. Maintenant, il vivait dans le présent. Sans se presser. Avec le temps de faire des pancakes un samedi matin. Il était le père de 2 filles. L'une qu'il avait failli perdre par sa propre négligence. L'autre que le destin avait mise sur son chemin par une série de coïncidences tragiques. Des coïncidences qui, avec le recul, semblaient presque planifiées. L'arôme des pancakes commença à se répandre dans la maison. Bientôt, les filles arriveraient en courant, affamées et heureuses. Elles s'assieraient à table, raconteraient des histoires sur leurs jeux, feraient des plans pour le reste de la journée. Une famille normale. Une famille heureuse. Elliot savait qu'il avait été sauvé. Pas seulement du désespoir d'avoir failli perdre Ivy, mais d'une vie vide qui confondait succès et bonheur. Et sa sauveuse improbable était une petite fille que le monde avait ignorée, mais que lui n'oublierait jamais. 8 mois s'étaient écoulés depuis le réveil d'Ivy. 8 mois de rétablissement, d'adaptation et de découverte. 8 mois d'une nouvelle vie pour tous. Le printemps était arrivé dans toute sa plénitude. Le jardin, autrefois bien entretenu mais sans personnalité, débordait maintenant de couleurs. Des marguerites, des tulipes et des tournesols poussaient dans des parterres improvisés, plantés par les filles elles-mêmes sous la supervision d'Elliot. Une balançoire rouge était suspendue à une branche de chêne robuste, identique à celle qui apparaissait dans les dessins de Marley et les rêves d'Ivy. Une coïncidence qu'Elliot avait décidé de transformer en réalité. Un samedi matin particulièrement ensoleillé, Elliot préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Par la large fenêtre, il observait ses filles jouer dans le jardin. Ivy courait pieds nus sur l'herbe, poursuivant Marley dans un jeu dont seule elle connaissait les règles. Ses cheveux dorés brillaient au soleil, son visage était rouge de l'effort et ses rires remplissaient l'air comme une musique. Il n'y avait plus aucun signe du coma prolongé. La physiothérapie, initialement prévue pour des mois, était devenue inutile en seulement 10 semaines. Un cas rare de rétablissement complet,
avaient dit les médecins avec ce mélange de surprise et de scepticisme qu'ils réservaient aux cas qui défiaient leurs attentes. Marley courait quelques mètres devant, regardant en arrière de temps en temps pour s'assurer qu'Ivy la suivait. Toujours attentive, toujours protectrice, même pendant les jeux les plus énergiques. Ses cheveux, autrefois ternes et négligés, tombaient maintenant en boucles brillantes sur ses épaules. Ses vêtements, neufs mais simples, remplaçaient les haillons qu'elle portait lors de leur première rencontre. Mais ce qui avait le plus changé, c'était l'expression de son visage. Le regard constant de Prudence avait fait place à une sérénité que seule la sécurité peut apporter. Elliot sourit en retournant un pancake dans la poêle. La scène à travers la fenêtre était la définition parfaite du bonheur pour lui. Quelque chose qu'aucun argent ne pouvait acheter, qu'aucun contrat d'1 million de dollars ne pouvait fournir. Le changement dans sa vie avait été profond. Après le rétablissement d'Ivy et l'adoption officielle de Marley, Elliot avait complètement réorganisé ses priorités. Il avait réduit son implication dans les affaires, déléguant des responsabilités qu'il avait autrefois accumulées. Il avait renoncé aux projets internationaux qui auraient nécessité des voyages fréquents. Il avait embauché un PDG pour gérer les opérations quotidiennes de l'entreprise, tandis qu'il se concentrait sur les décisions stratégiques qui pouvaient être prises de chez lui, à son propre rythme. Ses associés avaient protesté au début. « Alors quoi ? Tu jettes tout ce que tu as construit ?» avait-il dit. Mais Elliot savait mieux. Il ne jetait rien. Il gagnait tout. La sonnette retentit. Ce devait être May, l'ancienne infirmière d'Ivy, qui passait occasionnellement le samedi. Après avoir soigné Ivy à l'hôpital pendant si longtemps, elle était devenue presque une partie de la famille. « Les filles, le petit déjeuner est presque prêt », cria Elliot par la fenêtre. Et May est là. Les deux arrêtèrent de courir et se dirigèrent vers la maison, essoufflées et souriantes. Elles entrèrent par la porte arrière comme un petit ouragan d'énergie, remplissant la cuisine de leur présence vibrante. « Papa, Marley m'a appris à faire des roulades », annonça Ivy, les yeux pétillants d'excitation. « J'ai réussi à en faire 3 de suite. Et elle n'a même pas eu le vertige », ajouta Marley avec une fierté évidente pour sa sœur. « Impressionnant », répondit Elliot, sincèrement admiratif. Il y a quelques mois à peine, les médecins recommandaient la prudence avec les activités physiques plus intenses. Maintenant, Ivy faisait des roulades dans le jardin comme n'importe quel enfant en bonne santé. Mais s'il vous plaît, lavez-vous les mains avant le petit déjeuner et allez voir qui est là. Les filles coururent vers le salon, d'où des cris de joie annoncèrent leur rencontre avec May. Elliot termina de préparer les pancakes, les empilant sur une grande assiette. Il ajouta des fraises fraîches, du sirop d'érable et une généreuse portion de crème fouettée, un luxe réservé au week-end. En mettant la table, il pensa à la façon dont sa vie avait changé. Avant, les samedis étaient consacrés aux réunions d'urgence, aux appels téléphoniques importants, aux révisions de contrats. Il vivait dans une précipitation constante, pensant toujours au prochain problème à résoudre, au prochain objectif à atteindre. Regarder ses filles grandir, de faire des pancakes un samedi matin, d'apprécier le soleil qui filtrait par la fenêtre de la cuisine. Il était le père de 2 filles extraordinaires, qui, avec le recul, semblaient presque planifiées. Mais entra dans la cuisine, suivi par les filles. Son doux sourire était le même que pendant ses jours d'infirmière, mais des vêtements décontractés remplaçaient l'uniforme de l'hôpital. « Il fait un temps magnifique dehors », commenta-t-elle. « Ces pancakes ont l'air délicieux. » « Fait spécialement pour 4 personnes affamées, » répondit Elliot en tirant une chaise pour elle. Alors que tout le monde s'asseyait à table, Elliot observa la scène avec un sentiment de plénitude qui le surprenait encore. Sa table, autrefois occupée uniquement par des dossiers de travail ou des repas solitaires, accueillait maintenant une famille. Une famille improbable, formée non pas par des liens de sang, mais par des choix, des coïncidences et peut-être une touche de destin. La conversation coula naturellement pendant le petit déjeuner. Ivy parla de son nouveau livre d'histoire, Marley montra ses derniers dessins, mais commenta son nouveau travail dans le service de pédiatrie. Elliot participait, mais s'autorisait aussi à simplement observer, à absorber, à remercier en silence pour chaque instant. Après que May eut dit au revoir, promettant de revenir le week-end prochain, Elliot et les filles décidèrent de profiter de la journée ensoleillée avec un pique-nique au parc. Alors qu'ils préparaient le panier avec des sandwichs et des fruits, Ivy posa une question qui prit Elliot par surprise. « Papa, comment vous vous êtes rencontrés, toi et Marley ?» Elliot et Marley échangèrent un regard. Ils n'avaient jamais raconté toute l'histoire à Ivy. Comment expliquer à une enfant de 5 ans que Marley vivait dans la rue,
que l'entreprise de son père avait indirectement causé la mort de sa mère. Marley est apparue quand tu dormais à l'hôpital, répondit Elliot, optant pour une version simplifiée. Elle est venue te rendre visite et a réussi à t'aider à te réveiller. Comme un ange gardien, demanda Ivy avec la logique simple des enfants. Quelque chose comme ça, acquiesça Elliot en regardant Marley avec un sourire reconnaissant. Marley baissa les yeux dans un rare moment de timidité. Même après tant de mois, elle était encore surprise que quelqu'un reconnaisse son importance. Ce n'était pas que moi, dit-elle doucement. C'était nous trois ensemble. Plus tard, alors que les filles couraient dans le parc, Elliot s'assit sur un banc à l'ombre d'un arbre, regardant ses filles jouer. Il sentit cette vague familière de gratitude. La vie lui avait donné une seconde chance. Une chance d'être le père qu'Ivy méritait. Une chance de donner à Marley le foyer qu'elle n'avait jamais eu. Une chance de découvrir que le succès ne se mesurait pas en compte bancaire ou en contrat signé, mais en moments comme celui-ci. Il eut une vie où il accumulait des possessions mais perdait ce qui comptait vraiment. Et sa sauveuse improbable avait été une petite fille que le monde avait ignorée. Une enfant qui avait vécu dans l'ombre, invisible pour la société qui aurait dû la protéger. Une fille qui, malgré la perte de tout, avait encore tant à donner. Marley Granger. Sa fille. La fille que personne ne voyait, mais que lui n'oublierait jamais. « Papa, viens jouer avec nous !» appela Ivy en faisant de grands gestes depuis le champ ouvert où elle et Marley avaient commencé une partie de chat. Elliot sourit et se leva. Il y avait du travail qui l'attendait à la maison, des emails auxquels répondre, des décisions à prendre. Mais tout cela pouvait attendre. Le moment, c'était maintenant. Le moment était à eux. Et il n'en manquerait pas une seconde. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.